Bon, merci Ingrid. Je disais, on va passer à un volet sur la situation au Maroc où il ne faut pas oublier pourquoi aujourd'hui des centaines de prisonniers sont dans les geôles marocaines. C'est qu'à un moment donné, il y a aussi eu des contestations, des mouvements, et il ne faut jamais oublier les luttes et les raisons pour lesquelles les personnes se font enfermer. Alors avec nous, nous allons laisser la parole justement pour rappeler à tout le monde la situation économique et sociale au Maroc. Jawad Moustakbal, bureau de Attaque, l'association Attaque Maroc et Attaque CADTM Maroc, excusez-moi. Jawad, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Très bien. Oui, bien sûr. Merci Julie. Je remercie à mon tour la CNT pour cette importante et riche conférence de presse. Donc moi je m'appelle Jawad Moustakbal, je suis membre du bureau d'Attaque CADTM au Maroc. Je suis aussi membre du comité de solidarité avec Omar Radi et tous les détenus politiques à Casablanca. Donc avant de parler un peu du contexte économique et social dans lequel s'opère en fait cette escalade de répression, j'aimerais bien quand même souligner la particularité de mon intervention. J'ai beaucoup d'émotions parce que Omar Radi n'est pas seulement un camarade avec lequel j'ai milité à Attaque CADTM Maroc pendant des années, c'est aussi un ami très proche. Omar Radi, c'est un brave homme, très intelligent, très compétent et intègre, ce qui est très dangereux dans notre pays. Il a aussi, son grand péché aussi, c'est d'avoir décidé de mettre son intelligence, sa compétence au profit de ceux d'en bas. Et ça, c'est inacceptable par le régime, mais aussi par une bonne partie des chiens de garde, les nouveaux et les anciens. Donc, je tiens à dire ça parce que quand même c'est important pour moi. Et aujourd'hui, quand même, Omar, et aussi Souleymane risquent leur vie et je pense que déjà le mal est déjà fait du point de vue leur santé. Donc, pour nous, à Attaque CADTM Maroc, en tout cas, déjà la répression, il faut comprendre la répression dont on parle aujourd'hui, qui est celle des journalistes, n'est en fait que la partie apparente d'un iceberg encore beaucoup plus grand de répression qui touche tous les citoyens chaque jour, qui sur différents plans et qui est en fait de système et qui est en fait s'inscrivent dans un processus de vengeance des classes dominantes depuis la défaite ou la mort du mouvement du 20 février, qui a été l'expression de ce qu'on appelait le printemps arabe. Donc, et aussi, là on parle d'escalade et de répression, parce que la répression en fait ne s'est jamais arrêtée et a continué au moins depuis les années 2000. Et je pense qu'aujourd'hui, on recueille quand même l'erreur qui a été faite par pas mal de démocrates de fermer les yeux sur des dépassements, sur des répressions qui ont concerné au début les mouvements dits islamistes. Il y avait beaucoup de dérapages sur lesquels les gens ont fermé les yeux. Heureusement, pas tout le monde. Et là, je témoigne la MDH qui ont toujours soutenu et condamné les répressions et les dépassements qui ont été faits à ces mouvements. Donc la répression ne s'est jamais arrêtée, sauf qu'il a concerné à chaque fois une certaine frange de la population ou certaines tendances. C'est important de le rappeler. Donc, en ce qui concerne l'explication du contexte économique et social dans lequel s'opère cette escalade de répression, je pense qu'il y a deux éléments importants. Le premier, il est conjoncturel.
donc liées à la pandémie de Covid. Et ça, c'est un premier élément d'explication. Et l'autre, qui est plus structurel et profond, qui est lié en fait à une crise profonde du système économique suite à des choix qui ont été faits. Et là, je reviens après. Donc, pour le premier élément, donc, depuis l'avènement de cette crise sanitaire, le régime marocain, ceux qui gouvernent réellement le pays, et à l'instar d'autres régimes autoritaires, en fait, ils ont adopté ce qu'on appelle la thérapie du choc de Naomi Klein. C'est de profiter du climat de désarroi, de peur, de psychose liée à cette pandémie, à la crise sanitaire, mais aussi aux conséquences sociales pour en fait approfondir les attaques sur les libertés individuelles et collectives, mais aussi des attaques sociaux sur les acquis ou ce qui en reste. Et là, je donne deux exemples rapides. Dès l'avènement de la crise, en avril 2020, il y avait deux projets de loi. Le premier, le 22 ou 22.20, qui ciblait les réseaux sociaux, et notamment les campagnes de boycott des marques marocaines. Et c'était une claire revanche des classes dominantes à une campagne de boycott qui est une forme de désobéissance civile conduite spontanément par les citoyens via les réseaux sociaux et qui ciblait trois marques principales. Il y a Danone, il y a Africa de Akhnouch, l'éternel ministre d'Agriculture, et aussi CDLI et le groupe All Malcolm. Et c'était une campagne très réussie qui a fait très mal à ces entreprises. Et d'ailleurs, c'est venu d'en bas. Aucune organisation n'a pensé à ça. Et je pense qu'on a tout à apprendre de ce genre d'initiative. Donc, cette loi est venue pour criminaliser en fait toutes les campagnes de boycott. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple aussi du fait que le gouvernement et le régime a profité de la situation Covid, c'est une loi qui a été votée assez rapidement au Parlement, qui permet et qui donne en fait un chèque blanc au ministre des Finances pour s'endetter comme il veut. Donc on avait une barre de 32 milliards de dollars à ne pas dépasser. Donc on a voté une loi pour permettre au ministre des Finances de dépasser en fait cette barre et aussi conduire toutes les mesures d'austérité, c'est comme ça qu'on les appelle dans la loi, d'austérité, pour faire face à l'impact social. Donc ça, c'est les conditions ou les éléments conjoncturels, et donc on a profité de cette situation de Covid pour en fait approfondir l'impact social et l'impact sur les libertés individuelles et collectifs. Pour l'autre élément qui est à mon avis qui est structurel et profond, c'est que en fait le régime marocain, la seule réponse qu'il a aujourd'hui pour faire face au mécontentement et aux crises qu'il a été lui-même à l'origine, est la répression. La répression aujourd'hui est la seule réponse qu'a les autorités marocaines pour répondre aux attentes des gens et aussi pour répondre à des crises économiques, sociales, écologiques que nous vivons aujourd'hui et qui ne sont pas conjoncturelles. C'est le résultat de choix économiques qui ont été faits par ceux qui gouvernent en se basant bien sûr sur un autoritarisme et qui est à des choix économiques néolibéraux. Donc les privatisations à outrance, ça on est les champions dans notre région. Je donne deux exemples rapidement. L'eau, on a tout privatisé, mais si j'en parle seulement de l'eau potable, on est alimenté,
plus que 50% des citoyens sont alimentés par ces sociétés privées, notamment françaises, donc Veolia et Suez. La même chose pour l'électricité et la production électrique, qui est quand même un secteur stratégique. Depuis les années 95 jusqu'à aujourd'hui, on est passé de 40%, de moins 36% de secteur privé à 80% de secteur. Aujourd'hui, 80% de la production d'énergie électrique, il est sous contrôle privé. Bien sûr, sur l'agriculture aussi, on a adopté l'agriculture tournée à l'exportation, qui est non seulement avec toutes les conséquences sur les paysans pauvres, mais aussi écologique. Ces choix ont produit des problèmes sociaux, mais aussi écologiques. Et si je donne un exemple sur le Maroc plan vert, c'est que on a non seulement ce plan ne prend pas en compte la réduction des quantités d'eau suite au changement climatique global, qui est une forme aussi d'injustice, mais il aggrave en fait la pénurie d'eau, parce qu'il encourage des produits agricoles hautement qui consomment énormément d'eau. Donc en gros, pour résumer, on est en train d'exporter de l'eau de chez nous vers l'Europe ou vers d'autres pays où ils ont beaucoup plus de ressources en eau. Donc il y a aussi tout ce qui est endettement. Donc on a adopté ces mesures néolibérales. Donc, comme j'ai dit, et aussi le désengagement de l'État des services publics, éducation et santé. D'ailleurs, on s'est trouvé dans une situation catastrophique à faire face au Covid. Peut-être un dernier point, et là je veux juste rebondir à ce qui a été dit par rapport à la relation du Maroc et la France. Moi, je pense qu'il faut arrêter à dire des relations d'amitié. C'est pas ça l'amitié. À mon avis, c'est des relations de dépendance, de colonialisme, des relations d'exploitation et de transfert de richesse. C'est pas ça l'amitié. La France et l'ingérence des gouvernements français et des classes dominantes en France dans le Maroc, c'était pour encourager leurs entreprises, pour imposer des projets stupides, inadaptés à notre situation, telle que le TGV, pour faire plaisir à Alstom. Donc, à mon avis, il faut arrêter de dire des relations d'amitié. C'est pas ça l'amitié, c'est une relation de dépendance et de colonialisme permanent que nous devons dénoncer, et que nos camarades en France doivent pousser leur gouvernement à nous foutre la paix. Et je termine là, et je vous remercie vraiment pour cet événement, parce que c'est important pour nous et pour nos camarades détenus illégalement. Merci. Merci beaucoup, Jawad. On poursuit justement sur la même question, sur la même